Et bonjour à tous, et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur The End of Evangelion. Finalement, la voici, la dernière vidéo d'Evangelion sur la première partie, avant les Rebuild évidemment, de cet anime mythique qui a encore son lot de surprises à nous réserver. Avec évidemment The End of Evangelion qui a fait beaucoup parler, qui est encore pas tout à fait très clair pour beaucoup de gens. C'est vrai qu'après l'ayant vu 3, 4, 5 fois même, peut-être, j'ai toujours du mal. C'est vrai qu'il y a certains éléments qui restent assez flous, assez compliqués. On va voir que les éléments scénaristiques propres au lore d'Evangelion s'entremêlent avec des choses plus de l'ordre philosophique d'Hideaki Anno. The End of Evangelion, c'est donc un film d'animation qui sort dans les salles japonaises le 19 juillet 1997. Ce film d'animation a donc pour but, comme son nom l'indique, de conclure Evangelion. Pour justifier cela, le film sera divisé en deux parties, les épisodes 25', Love is Destructive, et l'épisode 26', qu'on peut traduire comme « Je t'offre ma dévotion ». Donc voilà, on a vraiment cette crédibilité voulue de reprendre en fait l'animé là où il s'était arrêté, entre guillemets, l'épisode 24. Mais ça veut pas dire que les épisodes 25-26, dès qu'on les a vus pour la première fois, doivent être jetés à la poubelle et doivent être mis de côté. Comme je l'ai mentionné dans un commentaire, et que peut-être je vais le redire dans cette vidéo, on peut pas mettre de côté les épisodes 25-26, tout simplement parce qu'on va en avoir besoin pour essayer de comprendre une partie de The End of Evangelion et surtout les Rebuild. Les épisodes 25-26 sont nécessaires à la compréhension des Rebuild, à mon sens. Le film d'animation commence par un plan où on a un gars qui est tout seul, face à la mer. Face à la mer, en fait, c'est pas vraiment la mer, c'est un immense trou qui a été rempli d'eau par un lac nouveau qui a été formé à cause de l'explosion de Rei numéro 2 lorsqu'elle s'est sacrifiée face à Rismael. Je le rappelle, le 16e ange. Ce mec-là, c'est très probablement Shinji. C'est vrai que j'ai eu un petit peu de doute de par la transpiration et le gars on voit pas ses yeux, il ressemble beaucoup à Shinji, mais en vrai dire, on peut avoir le doute. Je suis pas trop sûr. Et bon, a priori c'est Shinji, mais petit doute peut-être. Qui ça pourrait être d'autre? En vrai, pas grand monde de personnages de l'animé qu'on a connu en tout cas. Peut-être un mec lambda, on sait pas. Bref. Mais tout de suite, va y avoir l'une des premières séquences assez marquantes et complexe à analyser d'Evangelion, qui va faire beaucoup parler d'elle et qui continue à faire beaucoup parler d'elle plus de 25 ans après, c'est la fameuse scène de l'hôpital. Alors je pense que vous savez tous très bien ce qui s'est passé dans cette chambre, et c'est vrai que le questionnement que je me pose dès les premiers instants du film, et ça va être confirmé par la suite des événements, qu'est-ce que Anno nous a fait avec ces personnages? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que la séquence, bon, pour ceux qui l'auraient oublié, Shinji, il va dans la chambre d'hôpital où Asuka est toujours un peu maintenue un pseudo en vie. Asuka, on la reconnaît pas du tout, elle est complètement amorphe en fait. Shinji essaie de la secouer un peu parce qu'il a besoin d'elle et c'est assez beau comme scène parce voilà, il a vraiment besoin d'Asuka, il a envie de la réveiller, il a envie qu'elle vienne avec lui, mais Asuka ne réagit pas. Bon. Il la secoue tellement fort que finalement, elle se retourne. Ouvrant alors son corps dénudé, forcément elle est dans un lit d'hôpital. Et là, pour moi, la séquence aurait dû s'arrêter là-dessus. À la limite, un peu de nudité. Bon, ok, ça fait du fanservice, mais hop, la scène ne va pas plus loin. Point, à la ligne, on passe à autre chose. Mais la scène ne s'arrête pas là. Oui, parce que Shinji va se masturber, littéralement, au-dessus d'Asuka. En laissant cette petite marque blanche, si vous voyez ce que je veux dire, dans sa main. Alors, la question que je me suis tout de suite posée, et dès les premiers instants en fait, et mon premier visionnage de The End of Evangelion, c'est le pourquoi de cette séquence. Parce que, quand on y réfléchit, ça n'a pas de sens en fait que Shinji fasse ça. Ça ne veut rien dire, Shinji ne doit pas faire ça. Dans la logique du personnage de Shinji, ce qui aurait dû se passer, c'est qu'il aurait secoué Asuka, elle se serait retournée, il aurait fui. Il serait parti. Fuite du corps féminin, il n'a pas envie de s'engager, il a envie d'une relation amoureuse, mais sans vraiment aller sur les aspects un peu gênants, je dirais.
On l'a vu à travers l'épisode 9, où Asuka vient se coucher littéralement à côté de Shinji. Shinji aurait pu profiter de la situation, mais il ne l'a pas fait. Parce que Shinji, c'est pas un gros connard. Mais là, Shinji passe vraiment pour un gros connard. Et pas qu'un peu. Alors, je me suis toujours posé la question, pourquoi? Alors, je vais essayer d'y répondre, parce qu'évidemment, on va pas laisser une question comme ça dans Disney of Evangelion, on va essayer d'y répondre, d'y apporter l'interprétation. Mon interprétation, c'est que c'est une vengeance d'Hideaki Anno des fameuses menaces de mort qu'il a reçues. Une façon de rendre vraiment détestable le personnage qui a été détesté, mais incompris, pour dire, en quelque sorte, pour dire que voilà comment Shinji est un personnage détestable, parce qu'avant c'était pas un personnage détestable, vous avez juste rien compris, mais là du coup je le mets vraiment détestable, un petit peu une tactique de rageux. Mais c'est surtout en fait le message le plus fort, c'est plutôt sur Asuka, où là Asuka est vraiment rabaissée au niveau le plus inférieur. Ce qui ne plaît pas évidemment à la communauté Evangelion, vu que évidemment Asuka est l'un des personnages, si ce n'est le personnage favori de l'anime. Donc voilà, c'est une sorte de vengeance de cette communauté qui lui fait beaucoup de mal avec ses fameuses lettres de menaces de mort après les épisodes 25-26 en 96. Mais bon, c'est qu'une théorie. D'ailleurs, pour conclure cette séquence, on entend Shinji qui dit « Je me dégoûte ». Est-ce que c'est Shinji qui parle? Ouais, mais est-ce que ce serait pas aussi Anno qui parle là, derrière son personnage? J'ouvre cette question parce que pour moi, Anno est peut-être en train de créer une sorte de vengeance de ce qu'il a fait. Et, enfin, de ce qu'il a subi, tout en s'excusant de ce qu'il a fait, justement. Du côté de la Nerve, on attend sagement que les choses passent. Le 17e ange a été tué, et donc il ne se passe plus rien. Pour rappel, bon voilà, Kaoru Nagisa a été tué par l'unité 01, et par Shinji, accessoirement. Et donc, voilà, il se passe plus rien. La Nerve attend paisiblement en fait qu'il se passe quelque chose, qu'il se trouve à démanteler parce qu'ils servent plus à rien, sauf que ça va pas exactement se passer comme prévu. Ils vont subir une attaque. Une attaque d'abord sur les Magi. 5 Magi vont tenter de pirater la Magi principale, à savoir 2 Magi d'Allemagne, Magi de Berlin et de Hambourg, un Magi de Chine, un Magi des États-Unis d'Amérique, du Massachusetts a priori, et un Magi du Japon, de Matsushiro. À 5 Magi contre 1, la Nerve arrive à se défendre grâce encore une fois à Ritsuko Akagi. Ritsuko Akagi qui est rappelé en fait finalement par le commandant Ikari quand on a besoin d'un objet utile qu'on doit sortir du placard. On rappelle que Ritsuko est enfermé après les différents événements qui se sont passés dans les épisodes précédents, à savoir la neutralisation des clones de Rei qui étaient donc dans les sous-sols du terminal Dogma. D'ailleurs, pour ce plan de complémentarité, on voit que la ZLE, elle a des plans clairs. Vu qu'on ne peut plus utiliser Lilith ni Adam, vu que la lance de Longinus est perdue, on doit utiliser l'unité 01, qui a absorbé l'un des héritiers d'Adam, à savoir Zeruel, qu'on le rappelle, que l'Eva 01 a mangé Zeruel et absorbé son moteur S2, ce qui fait qu'il y a une partie d'un ange au sein de l'Eva 01, création humaine. Alors que les Evas sont donc héritières des anges, évidemment. Donc, il y a une sorte de possibilité de créer le troisième impact, ce que veut faire la ZLE, à travers l'unité 01. C'est ça leur plan, mettre la main sur les dernières évangélions. Sachant que l'unité 00, pour rappel, elle n'existe plus, elle s'est fait exploser lors du combat contre Arismael, le 16e ange, évidemment. Lors de l'épisode 23. Donc, il n'y a plus d'Eva 00, l'Eva 02, son pilote est complètement mort, donc quasiment amorphe, du coup il reste que l'Eva 01 finalement. Puis par la suite, vu que la manière douce, et la ZLE en est triste, la manière douce a échoué, de pirater par le système Magi, ils vont utiliser la manière forte et donc éliminer tout ce qui vit à travers une intervention militaire forte, armée. Et la Nerve, les hommes de la Nerve et les femmes aussi, ne sont pas du tout préparés à ce genre de combat. Et on le voit très bien aussi à travers Maya qui est incapable de se servir d'une arme même pour se défendre. Lors de cette attaque, on veut donner l'ordre tout de suite à protéger les enfants. Mais Rei, on ne sait pas où elle a disparu. Asuka est donc traînée dans son Eva 02, est sortie de sa salle d'hôpital d'urgence et on la met dans son Eva 02 au fond d'un lac pour essayer de la protéger. Et le pilote de l'Eva 01, Shinji, est prostré sous un escalier. C'est Misato qui va aller le chercher, avec cette fameuse phrase où après que les hommes qui ont retrouvé Shinji, on s'est dit « Ne m'en veux pas, c'est pas contre toi gamin »,
ne m'en veux pas, c'est pas contre toi, enfoiré, de la part de Misato en protégeant Shinji. D'ailleurs, fait très intéressant à noter, la différence entre le manga et le film, c'est que c'est pas Misato qui va sauver Shinji de cette situation dans le manga, c'est Gendo, son père. Alors je me suis demandé, il y a quelques petites différences, quelques petites précisions dans le manga que l'anime ne donne pas, ça arrive. Mais là, c'est quand même un élément de différence qui est assez important quand même. Et c'est vrai que c'est assez curieux parce que... Alors après, la conclusion qu'on en a, c'est que vu que le film d'animation d'Evangelion, The End of Evangelion, est sorti bien avant le manga, a priori, on pourrait se dire que le sauvetage de Misato est plus légitime que celui de Gendo. Alors évidemment, cette chose-là où je dis que le film d'animation est plus légitime que le manga, c'est à peu près une situation qui s'applique sur un anime sur 50, à peu près. Donc, c'est... Alors, Evangelion fait partie de cela, mais bon, c'est clair que la plupart du temps, c'est plutôt le manga qui est plus légitime que l'anime ou le film d'animation, évidemment. Euh, donc c'est assez curieux quand même, cette différence, et à vrai dire, j'ai pas envie de dire que ça change tout, mais bon. Parce que dans le manga, on a carrément un passage où Gendo protège grâce à la présence d'Adam dans sa main, ça on le sait dans l'anime aussi, avec un Etifield, il arrête les balles, un peu un mode Matrix. C'est très stylé d'ailleurs. Donc, grosse différence. Pour prendre tout le contrôle, la ZLE décide, avec son intervention armée, d'envoyer un missile double N pour ouvrir le QG de la Nerve à l'extérieur. Un missile double N, qu'on rappelle, était la toute première arme qui a été utilisée contre les anges dans l'animé à l'épisode 1. Sachiel. Je trouve que c'est assez symbolique. On revient au point de départ. On apprend également que d'une façon ou d'une autre, les Lilins sont donc désignés comme le 18e ange. Donc les êtres humains se définissent comme le 18e ange. C'est, je crois, Misato qui nous le dit dans le film. Et c'est ça qui est assez bizarre. Et qu'il faut tout de suite faire une pause là-dessus. Parce que, en fait, Misato se trompe. Clairement, elle se trompe. En fait, on peut pas dire que les Lilins, c'est le 18e ange. On le note dans les listes des anges si vous faites des recherches, parce que simplement, il est mentionné comme étant un ange dans la suite d'Evangelion. Or, comme on le sait très bien, les Lilins sont les descendants de Lilith, et les anges sont descendants d'Adam. Donc ça voudrait dire que les Lilins seraient descendants d'Adam aussi, s'ils sont dans la continuité des anges. Et de dire que, effectivement, les anges étaient d'autres possibilités des êtres humains, c'est pas tout à fait exact. C'est que dire que l'espèce dominante de la Terre aurait pu être les anges, sous différentes manières. Et finalement, les anges, 3e, 4e, 5e, 6e, gna gna gna, ce sont des versions d'anges différentes, comme en fait on a des gens d'ethnies différentes ou voilà, qui sont pas tout à fait pareils sur la planète Terre. Et c'est normal, c'est la diversification des ethnies, et donc on peut considérer que les anges c'est pareil. Et donc d'appeler Lilith le deuxième ange, les hommes se trompent en le mentionnant comme étant le deuxième ange. Mais ça c'est une erreur que les hommes à l'intérieur d'Evangelion font comme erreur. Parce qu'ils n'ont pas connaissance de ces êtres ancestraux qui ont envoyé les graines de vie, gna 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 gna. Ça, la Zelle le sait, mais la Nerve et tout ça, ils sont pas au courant. Enfin, Gendo aussi, il le sait, et Ritsuko peut-être aussi. Mais c'est des plans qui restent assez bien cachés. Je crois que Ritsuko n'est même pas au courant, en fait. C'est surtout Gendo et Fuyutsuki qui sont au courant, évidemment. Asuka va se réveiller. Elle se réveille dans son Eva, en position fétale, au fond du lac. Avant que ses souvenirs ressurgissent et qu'elle se décide à agir au combat, et qu'elle repère enfin que sa maman était dans l'Eva 02 depuis le début, elle va répéter « je veux pas mourir » de manière quasiment inaudible au début, puis très fort à la fin, pas moins de 32 fois. Et oui, j'ai compté. Vous me direz peut-être si j'en ai loupé un au début, parce qu'elle le dit vraiment pas fort au début, et du coup, ouais, ça fait beaucoup. Ça fait énormément. Scène où on voit notre Asuka qui revient déterminée, envie de tout casser, voilà, et de se battre, mais de manière un peu autour de la folie aussi. Et ça, c'est un petit peu triste. Et finalement, la ZLE, pour contrer ça, va décider d'envoyer les EVA de série. Des EVA assez moches, qui sont en pilote automatique, évidemment, et qui sont donc au nombre de 9. En réalité, la ZLE en avait prévu 12, des unités 0,5 aux unités 16, donc 0,5 et 16 compris. Alors vous me direz, oui mais, parce qu'il y a le oui mais. Oui mais les EVA
unités réelles 03, 04, 05, 06, elles sont passées où? Alors effectivement, bon bah vous le savez très bien, 00, 01 et 02, on les connaît bien. La 03, c'est celle qui a été mangée et déchiquetée par l'unité 01, vu qu'il y avait Badriel, le 13e ange, évidemment. Mais l'unité 04, on le sait qu'elle a existé aussi, elle s'est fait exploser aux États-Unis, c'est pour ça que l'unité 03 a été mise au Japon. Mais la suite. Alors, on sait que l'unité 05, 06, 07, 08 et même les suivantes ont été prévues d'être construites. Et que ça aurait dû être des évangélions qui, avec des pilotes et qui donc ressemblent en fait aux Eva qu'on connaît. Sauf qu'en réalité, vu que ça s'est pas bien passé et que les plans ont pris du retard, la ZLE a décidé de mettre ces systèmes factices et donc ces demi-systèmes avec des moteurs S2 directement intégrés à l'intérieur des évangélions pour faire les Eva de série au nombre de 12. Et au final, elles seront que 9 préparées, et c'est ces 9-là qui vont être envoyés direction l'unité 02. L'unité 02 qui va perdre son cap dans les combats contre les soldats avant que les 9 évangélions de série arrivent, et Asuka va se débrouiller toute seule à tout casser. Parce que pendant ce temps-là, Shinji il est en train d'être traîné par terre par Misato. Misato est peu reconnaissable d'ailleurs, elle est très froide, en même temps la situation est un peu dramatique. Donc elle traîne vraiment Shinji et aucune compassion envers lui. En même temps, c'est vrai que là Shinji fait pas beaucoup d'efforts. Et c'est bien ça le problème, c'est que Shinji là c'est vraiment refermé. Alors que d'habitude, il se disait je déteste piloter les vannes, gna gna gna, mais j'accepte de le faire parce que les gens ont besoin de moi. Mais là, les gens ont besoin de lui, mais en fait, il réagit pas non plus. Donc là, Shinji devient vraiment, pour le coup, un personnage vraiment détestable. Là où je pense que dans l'animé, ce personnage est incompris par beaucoup de monde. Mais là, il est franchement détestable, dans le film spécifiquement. Après tout ça, Misato va être finalement touchée lorsqu'elle va emmener Shinji vers son évangélion. Et va y avoir la fameuse scène au bord de l'ascenseur où Misato va dire un peu beaucoup de choses à Shinji sur le fait que t'es pas forgé pour toujours, tu peux toujours réussir à changer les choses, à te rendre utile, à réussir à faire les choses mieux, que tu fasses moins de mal aux autres, gna 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 gna. Et ça se termine par ce fameux baiser que Misato laisse à Shinji. La pédophilie, c'est cool. Évidemment que c'est faux. YouTube, s'il vous plaît. Non. Mais, bref. Pourquoi? Encore une fois, pourquoi? C'est quoi ce bordel? Alors, il y a plusieurs possibilités. En vrai, moi, ce que je pense, je vais pas dire toutes les possibilités parce que la vidéo va durer 50 ans, mais la possibilité que j'envisage, c'est que Misato savait très bien qu'elle allait mourir de toute manière, et que donc, elle s'est laissée crever. Simplement. Elle se laisse crever, elle se laisse mourir après cette séquence. Donc, elle fait ce baiser à Shinji, tout simplement pour essayer de le motiver une dernière fois à aller faire quelque chose. Elle est à court d'idées en fait, elle sait plus quoi lui dire, donc elle fait ça. Elle se comporte de manière différente en lui laissant aussi sa croix et en lui disant on fera la suite quand tu reviendras. Elle se comporte un peu comme la Misato sale, mais tout simplement parce qu'elle sait que de toute manière elle ne reverra plus jamais Shinji. Peut-être qu'elle pense même que Shinji n'a aucune chance de survivre. On ne sait pas. Mais en tout cas, Misato elle sait très bien qu'elle est morte. Même s'il n'y avait pas eu cette explosion qui allait surgir en dessous d'elle, elle serait morte de toute façon. D'ailleurs, un aspect très symbolique, c'est le fait que Rei intervient et on la voit très brièvement à chaque fois qu'un personnage va mourir dans ce film. C'est aussi le cas de Ritsuko, qui, pour rappel, pendant ce temps-là, Ritsuko est dans le Terminal Dogma, en voulant pointer une arme sur Gendo et en voulant le tuer. Elle voulait faire tout péter avec sa mère, mais sa mère, le système Magi, refuse l'explosion pour protéger son amant, c'est Casper, la femme, qui refuse. Et donc, ça ne marche pas. Et donc, elle meurt. Ritsuko, elle se fait tirer dessus par Gendo, et donc elle tombe dans le LCL. Et là encore, il y a aussi Rei, une apparition de Rei qui arrive auprès de Ritsuko. Et justement, alors qu'est-ce que ça nous dit Rei? Et là, on va revenir sur un élément tout de suite, sur la théorie, que Lilith, en fait, c'est Rei. On va revenir tout de suite là-dessus lorsque Rei va justement fusionner avec Lilith. Ce sera un peu plus tard dans le film, donc on va pas rentrer dans le détail maintenant. Mais pendant ce temps-là, évidemment, Asuka, elle est toujours en train de se battre contre les Eva de série. Elle arrive tout à les neutraliser, mais une arme grise que les Eva de série portaient se transforme en lance de Longinus, grise, et transperce Asuka.
elle se prend ça dans la tête et tombe au sol. Et après, les Eva de série se relèvent, elle n'était en fait pas morte, et déchiquent Asuka, juste après que Asuka ait répété 20 fois « je veux vous tuer » et qu'on ait vu son bras se découper en deux juste à ce moment-là. On peut penser que du coup Asuka c'est terminé pour elle. Alors la question c'est pourquoi il y a la lance de Longinus qui est sortie de mon cul là? Pourquoi il y a la lance de Longinus qui arrive comme ça de nulle part? Alors parce que c'est déjà pas une lance de Longinus. Premièrement, parce que la lance de Longinus de Lilith n'existe plus, on rappelle elle a été détruite lors du First Impact, et la lance de Longinus d'Adam, elle est sur la Lune, donc elle n'est pas disponible. Donc après, et on sait qu'elle est toujours sur la Lune. Donc, elle sort d'où celle-là? En fait, c'est simplement que la Zelle a réussi, d'une façon ou d'une autre, à créer des armes qui ressemblent à des lances de Longinus, qui possèdent ces propriétés de transpercer des édifices, par exemple, mais qui n'a pas la capacité d'interagir avec Lilith et Adam. Donc c'est une arme de copie, en fait, on peut dire, de la part de la Zelle. Comment ils ont réussi à les faire pour qu'en plus ils arrivent à les camoufler dans ces espèces de longues armes grises à double tranchant? C'est une excellente question, on ne sait pas, mais ils ont réussi d'une manière ou d'une autre. Il ne peut pas y avoir d'autres théories parce qu'il ne faut pas commencer à penser que ouais, c'est une lance de Longin, en fait celle de Lilith elle n'a pas été détruite, elle revient de je sais pas où, ou ouais, c'est celle d'Adam qui est revenue de la Lune. Non, parce que celle d'Adam en fait elle va revenir de la Lune plus tard dans le film, et on va le voir. Celle de Lilith a été détruite, point à la ligne, c'est sûr. Donc c'est pas une lance de Longinus qui sort on ne sait pas où, c'est vraiment la Zelle qui a réussi à créer ces lances. Et donc, Shinji, qui se retrouve devant son Eva 01 pour aider Asuka, ne peut pas intervenir parce qu'il est bloqué par ces espèces de liquides rouges qu'ils ont mis partout pour empêcher l'invasion de la Nerve. Sa mère, Yui Ikari, dégage l'Eva 01, à l'intérieur de l'Eva 01, et arrive à permettre à Shinji de monter dans l'Eva 01. Mais quand Shinji sort, déjà premièrement, les ailes de l'Eva derrière elle, en mode vénère, elles s'activent directement, assez curieux ça d'ailleurs, et il constate avec effroi que Asuka est morte, et que donc c'est trop tard, enfin a priori morte. Et donc, Shinji crie de manière légendaire, et c'est comme ça que la première partie du film se termine. La première partie du film, parce que effectivement, il va y avoir un petit générique qui va intervenir entre les deux parties du film, comme pour justifier une nouvelle fois que vraiment c'est les épisodes 25-26 tels qu'ils auraient dû durer, 40 minutes chacun en fait, ils auraient dû durer. Donc vraiment pour dire, on reprend l'animé et on fait format animé quoi. C'est vraiment ce qu'on aurait voulu faire à la base. Alors, du coup, on se retrouve direct dans le Terminal Dogma. Après, on recommence en fait la deuxième partie du film. On a Gendo, toujours avec Rei, qui veut du coup fusionner sa main, où on appelle, il y a l'œil d'Aidan dedans, avec le cœur de Rei, qui est donc l'alter ego de Lilith, et accessoirement Yui Ikari, sa femme. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Rei refuse ce contact et se rematérialise parce que Shinji est en train de l'appeler. Shinji qui pendant ce temps-là est dehors, traîné par les 9 Eva de série. Ces 9 Eva de série qui vont former un espèce d'arbre, enfin c'est pas un espèce, c'est l'arbre séphirotique ou l'arbre de vie qui intervient dans la Kabbale et qui a été créé par les Assyriens au 9e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est un vieux truc vraiment de base des religions et de la religion juive aussi. La Kabbale, tout ça. Faire un petit histoire de religion, voilà, c'est une symbolique. Est-ce qu'on peut vraiment en dégager une analyse précise de pourquoi il y a cette formation d'arbre séphirotique comme ça et pas autrement, et pourquoi on le voit dans le générique aussi d'ailleurs, dans l'opening, on a également ça, de l'animé de base. À vrai dire, je pense qu'on peut pas vraiment relater l'arbre séphirotique de quelque manière que ce soit à Evangelion. C'est un peu trop compliqué et trop tiré par les cheveux. Je me suis posé la question si est-ce qu'on pouvait le faire, mais pour moi, non. C'est vraiment plus une symbolique, un peu juste parce qu'elle est stylée et pas vraiment, ça n'a pas réellement de sens par rapport au lore Evangelion. Parce que Rei, en fait, a entendu Shinji donc crier après la découverte du cadavre d'Asuka. Rei va donc retrouver Lilith et fusionner avec elle. Ce que je pense, c'est donc, comme je disais tout à l'heure, que Rei, en fait, c'est le cœur de Lilith, et que c'est pour ça qu'en fait, Lilith était incapable de bouger. Pour rappel, en fait, Lilith n'a à aucun moment été crucifiée ou tuée par les humains. On rappelle que Lilith est à l'intérieur du Terminal Dogma, à l'intérieur de tout ça, à savoir à l'intérieur de la Lune Noire.
Et donc la lune noire, c'est le vaisseau d'arrivée de Lilith, donc elle n'a pas bougé de là. Or, sa lance de Longin, ou Longinus comme on l'a dit, a été détruite lors du First Impact, et que la lance de Longin d'Adam a été plantée en Lilith pendant l'animé. Donc on le rappelle, la lance de Longin d'Adam, elle va être en cours de déplacement, on va la voir sur un bateau vers l'Antarctique, où on l'a récupéré justement la lance de Longin. Donc ça veut dire que Lilith, elle était déjà sur sa croix, déjà morte et présente sur cette croix dès le début de l'animé. Elle était déjà là. Et c'est pas la lance de Longin d'Adam qui l'a mis dans cette position. Que dalle. Rien du tout. Et du coup, le fait que Rey retourne dans Lilith, ça permet de dire, bah voilà, Lilith est de nouveau complète, et donc peut bouger et s'extraire de la croix, plonger dans le LCL, monter dans le ciel et retrouver Shinji qui, pendant ce temps-là, a reçu la lance de Longin d'Adam qui s'est décrochée de la lune. Elle s'est mise à l'intérieur de l'Eva 01, ce qui fait que Shinji regroupe le savoir humain représenté par l'Eva, et le pouvoir des dieux, à savoir la lance de Longin, l'arbre de vie totale, le savoir et la création, l'égal d'un dieu. Rien que ça. Pendant ce temps-là, les Eva de série autour créent des anti-éthiphiles et se transforment en espèce de Rey aussi, avec des têtes d'oreilles partout, parce que Rey, accessoirement Lilith, Rey Lilith, sont en train de fusionner avec ces Eva de série. Ça crée des anti-éthiphiles et ça provoque une énorme explosion autour du Japon, ce qui fait fondre toutes les côtes terrestres et permet à la lune noire de s'extraire de la planète. On rappelle que le QG de la Nerve est à l'intérieur de cette lune noire et que donc tout le monde qui reste vivant à l'intérieur, savoir Maya, Ibuki, Ritsuko et tout ça, enfin pas Ritsuko, non, Ritsuko est morte, pardon, Maya, Ibuki et les autres, Fuyusuki, tout ça, ça monte avec tout ça. Ensuite, on a un passage intéressant où Shinji, dans son Eva 01, va voir dans Lilith, donc il se matérialise, voilà, Kaoru Nagisa. En fait, Shinji est en train de voir un peu ce qu'il veut, à savoir Kaoru, parce que Kaoru n'a aucun sens d'être là et d'être représenté dans Lilith. Pourquoi? Parce que Kaoru est un descendant d'Adam, et qu'il n'y a aucune partie d'Adam qui est en Lilith. Donc, pourquoi Kaoru, qui est un descendant d'Adam, est visible aux yeux de Shinji? Tout simplement parce que je pense que Shinji, en fait, désire un peu ce qu'il veut et qu'il peut voir ce qu'il veut. Et que le plan de complémentarité est en train gentiment de se mettre en place. Le troisième impact arrive. Les limites de Shinji s'effacent et on lui demande qu'est-ce qu'il désire. Et c'est là que le plan de complémentarité va vraiment commencer. Et on va partir en fait bizarrement sur un souvenir. Un souvenir un peu en caméra bizarre. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur cette séquence. Déjà que Shinji est en train de mélanger en fait différents souvenirs. Et c'est normal vu qu'il y a tous les esprits des autres personnages qui sont en train de se rassembler. À savoir que dans cette séquence où il va essayer de construire un château de sable, il va y avoir deux filles à côté de lui qui ressemblent beaucoup à des poupées. Pour moi, c'est Asuka et Rei. D'ailleurs, la mère qui accompagne les deux filles et qui va partir avec les deux petites filles un peu plus tard, c'est Misato en fait. Misato qui est donc morte, hein, je le rappelle. Rei est toujours là de toute façon dans ses passages d'introspection vu que c'est Lilith. Et Asuka est a priori décédée aussi. Misato également. Donc ça n'a pas totalement aucun sens. D'ailleurs, à la fin de cette séquence, Shinji va détruire un château de sable qui en fait représente la fameuse pyramide à l'intérieur du Géofront. Et là aussi, c'est tout un symbole également. Et que on a un soleil qui se couche d'un balançoire. Et quand le soleil disparaît complètement, on a deux espèces de boules de lumière qui ressemblent beaucoup à des soleils, qui en fait sont des caméras encore de studio de cinéma. Comme pour nous inviter à penser que Evangelion dépasse simplement son cadre d'animé. Il va y avoir une autre séquence un peu plus tard qui va le confirmer. Ensuite, tout se mélange. Ça va être difficile de tirer une vraie analyse parce qu'on a des discours de Shinji, d'Asuka, de Misato, également un peu de dialogue de Ritsuko et de Ryoji, des gens qui sont morts, sauf Shinji et Rei, mais Rei, c'est évidemment... Peut-être aussi c'est les souvenirs de Rei morte, donc la Rei numéro 2, ça c'est possible, donc on peut dire qu'elle est morte aussi, pas la Rei 3 qui forme Lilith. Et du coup Shinji qui est du coup le centre en fait de tout ça et qui sorte de réceptacle des âmes humaines. Parce que pendant ce temps-là, toutes les âmes humaines sont en train de se disloquer et sortir de leurs enveloppes charnelles. Tout le monde retourne à l'état de LCL et les âmes tournent toutes dans la lune noire et à l'intérieur de Lilith pour la fusion en un seul être, comme la Zelle le souhaitait depuis le début. Gendo a la possibilité de revoir sa femme pour la dernière fois, Yui Ikari, mais c'est finalement en fait l'Eva 01 qui va l'écraser
dans son image mentale. Et c'est pas genre comme Maya Ibuki où c'est Ritsuko qui est auprès d'elle. On a du coup aussi le passage le plus intéressant dans cette introspection, c'est évidemment Asuka Shinji, où ils vont se dire leur vraie vérité, où les deux se rejettent en s'attirant. Et on va avoir cette fameuse scène chez Misato qui est déformée, où c'est la scène où ils se sont embrassés, genre un peu pour voir ce que ça fait. Et on va déformer cette scène pour se dire un peu leur cas de vérité, un peu. En utilisant ce souvenir commun qui est à la fois peut-être un peu le symbole d'un amour qu'ils n'ont pas eu, mais aussi une forme de rejet, dégoût de l'un de l'autre, parce que cette séquence de bisous, c'était pas trop le plus romantique qui soit. On va pas se mentir, et c'était tout le but de la séquence d'ailleurs. Shinji demande de l'aide à Asuka. Asuka lui dit non, le menace un peu. Shinji tombe dans le café, et finalement, en pétant un câble, lorsque Asuka lui dit qu'elle l'aidera jamais de toute façon, Shinji décide de l'étrangler. Est-ce que cette séquence a vraiment eu lieu? Évidemment, coup de don. Cette séquence n'a jamais eu lieu dans l'animé, et c'est donc pas une vraie scène. C'est une espèce de fausse scène de représentation mentale de la combinaison de toutes les âmes en une seule entité. Évidemment, ça crée un immense bordel, et on sait plus trop qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Il faut partir du principe que tout ce qui se passe en fait dans cette séquence-là ne se passe pas vraiment. Enfin, ça s'est jamais passé. C'est une sorte de déformation des souvenirs et des émotions des gens, vu qu'ils se combinent tous en une seule entité qui n'a qu'une pensée et qui n'a qu'une émotion à la fois, a priori. Et donc, après ce passage où justement Shinji va étrangler Asuka, la complémentarité continue et Shinji se retrouve dans cette responsabilité absolue de définir ce qui va se passer pour le reste de l'humanité. Il sait que les humains ne se comprendront jamais et qu'il n'arrivera jamais à s'inclure dans ce système un peu de société, on va dire, des différences et des frontières entre les gens. Et c'est ça qu'il refuse, et c'est pour ça que ce qu'il désirait, au fond, c'était que cela se produise. Toutes les âmes vont donc au sein de cette Lilith Rei Lilith, et l'arbre de vie avec, du coup, l'évangélion en son sein, plonge aussi dans Rei, et la complémentarité est à deux doigts d'aboutir. Une complémentarité qui tourne beaucoup, du coup, autour des sentiments humains. Et les sentiments humains, on entend aussi beaucoup par là l'amour, qui est assez compliqué, notamment avec les relations que Shinji a eues avec Asuka, et aussi un petit peu avec Misato, avec l'amour maternel, et cet amour sale un peu que Misato a avec tous les hommes, et c'est ça qui lui fait peur. Ensuite, on a un passage en live action, parce que pourquoi pas plus de bordel, où on va faire des questionnements autour de la vérité que Shinji voit, et que la réalité est réellement. Rei va nous dire, tu t'es fabriqué un monde illusoire pour te venger de la réalité. En nous mettant un plan sur deux personnes, deux femmes a priori, qui sont en cosplay de Rei, Ei et de Asuka. Alors, et c'est là le plus grand mindfuck de The End of Evangelion, c'est que là, peut-être que Anno est en train de nous dire que Shinji est une vraie personne qui a inventé l'univers d'Evangelion en entier pour créer son histoire. Et qui s'est vengé de la réalité en créant cet animé, entre guillemets, euh, avec des anges, des Evas et tout ce bordel. Et que tout ça, c'est le fruit de son imagination. What the fuck? Et ça va peut-être rejoindre un peu ce qu'on a vu dans les épisodes 25-26, où il y a un moment où Shinji va créer sa propre histoire dans ce studio de création, avec les fameuses caméras et les fameuses lumières, où il va créer ce monde un peu de romantique, avec de Slice of Life, avec Asuka, Shinji Ami en enfance, avec Yui et Gendo qui sont toujours ses parents, et qu'il y a Rei, la nouvelle élève, qui est beaucoup plus extravertie. Un monde complètement différent, mais qui reprend les mêmes personnages. Comme si Asuka, Rei, Shinji, c'était des vraies personnes, et que Shinji avait créé en fait cette histoire de manière uniquement dans sa tête. Ou est-ce que c'est Shinji, à travers Shinji, c'est pas Shinji qui parle, mais plutôt Hideaki Anno, et qu'il est en train de faire une dénonciation de la génération otaku en général, comme on sait qu'il le fait dans Evangelion, qui dénonce en fait ces gens qui se mettent un petit peu dans leur bulle d'animé et qui ne sortent pas voir des vraies personnes. Est-ce que Shinji, ce serait du coup cet otaku-là qui s'enferme dans sa bulle et qui n'arrive pas à en sortir? Parce que Anno en était un lui-même. Donc là, ça remet en question même l'univers entier d'Evangelion,
en tant qu'univers fictif, ok, mais là c'est presque plus que ça, c'est peut-être un univers fictif dans un univers réel qui lui est fictif. Oui, bon, c'est bon, vous avez rien compris, c'est normal. Vous avez peut-être vu l'anime Recreators, et en fait là on a exactement l'inverse, où ce sont des séries de créations animées et qui interviennent dans un monde réel, mais ce monde réel-là est évidemment un monde aussi de fiction. Et ben là on a un peu le contraire, où là on aurait un monde de fiction qui se cacherait derrière un autre monde de fiction qui appartient au premier monde. Alors je sais que c'est extrêmement pas clair, mais en même temps c'est difficile de faire moins clair. Enfin, de faire plus clair ou moins clair, je sais pas. Je m'en mêle. Hein. C'est très compliqué. Et c'est vrai que ce passage live action, à part foutre encore plus nos cerveaux en compote, il sert pas à grand chose. Hein. Enfin, voilà. On peut en dégager beaucoup de choses. Ça remet en condition, en fait, la totalité d'Evangelion. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre une croix sur absolument tout ce qu'on a vu jusque-là? Évidemment que non. Finalement, à travers ces discours de Rei Ayanami qui est sur Shinji, lol, Shinji renonce en fait à cette complémentarité, accepte la différence entre les autres, accepte les frontières, et que tout le monde qui le souhaite pourrait redevenir sa propre entité et redevenir lui-même. Évidemment, du coup, Rei Lilith va s'exploser, va se disloquer, les Eva de série vont se former en croix comme ça, se changer en pierre et tomber sur Terre, la lune noire va s'éventrer et couler le sang, et les âmes humaines vont toutes se libérer. Et l'unité 01 va aussi se changer en pierre et va, elle, dériver dans l'espace. Mais elle n'est pas morte parce qu'elle est éternelle et elle sera pour toujours la représentante absolue de l'éternité humaine. Même si l'humanité venait à s'éteindre, l'éternité humaine sera représentée par l'unité 01 à travers l'espace. L'Eva 02 est donc détruite, l'Eva 00 a été détruite avant The End of Evangelion et l'Eva 01 est loin dans l'espace, donc là il n'y a plus d'Evangelion, hein, c'est terminado. Et du coup, nos amis Shinji et compagnie, et Shinji revient sur la Terre, dans ce lac un peu de LCL, et remonte à la surface après un discours d'espoir ultime de sa maman qui lui dit « Continue de vivre, ça en vaut la peine, sur les motifs de l'espoir, tant qu'il y aura le soleil, la terre, la lune, la mer, tant qu'il y aura toutes ces choses-là, on pourra continuer d'espérer que ce monde devienne meilleur. » Message d'espoir, et Shinji sort de cet océan de LCL-là, et voit pour la dernière fois Rei au-dessus de cet océan, et Rei disparaît, on ne sait pas ce qu'elle devient. Dernière scène mythique, avec Shinji qui se retrouve allongé à côté d'Asuka, Asuka qui a donc le bras bandelé et l'œil caché. On comprend du coup qu'elle a vraiment subi ces déchiquetages par les unités évangélions de série, mais que finalement elle a survécu, on ne sait pas trop comment. Elle ne bouge à peine. Shinji tente de l'étrangler, puis après que Asuka lui fait un gentil câlin sur la joue, il se retient, arrête et pleure sur elle. On termine avec un écran noir et une petite phrase d'Asuka. Ça me dégoûte. Et le film se termine. What the fuck? Je crois qu'en fait, dans l'histoire de l'animation japonaise, on n'a jamais eu de film d'animation aussi incompréhensible que The End of Evangelion. Incompréhensible dans le sens où, ok, il y a des éléments scénaristiques qui nous permettent de dire il se passe ça, ouais, ok. De remettre en lien avec les éléments du lore comme les lances de Longin, Adam, Lilith, Rei, tout ça, etc. On remet tout ça en place, on comprend ce qui se passe. Ok, d'un point de vue du scénario. Donc ça conclut bien l'univers. Mais au terme de personnages, cette dernière demi-heure de film est juste un immense bordel. On n'a rien compris. Moi, j'ai trouvé personnellement les épisodes 25-26 peut-être moins bordéliques et un peu plus simples à comprendre. Autrement dit, d'un point de vue scénaristique, je trouve que le The End of Evangelion, c'est comme ça. Mais d'un point de vue des personnages, c'est extrêmement bancal. Notamment comment Shinji est montré, comment Misato est très bizarre, encore plus qu'avant. Asuka, on sait pas trop. Les personnages ne sont absolument pas conclus. Donc j'ai envie de dire, heureusement qu'on ne doit pas bafouer les épisodes 25-26, parce que si on bafoue les épisodes 25-26, on ne comprend pas ces personnages. On n'arrive pas à comprendre. Donc, en gros, on a besoin des épisodes 25-26 et de The End of Evangelion pour comprendre Evangelion. Ouais, c'est compliqué. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Anno a décidé de mettre en place les rebuilds. C'est peut-être pas un hasard. Bon, c'est donc très compliqué. Et moi, je suis
tout à fait curieux d'écouter beaucoup d'interprétations que vous aurez pu avoir ou d'autres interprétations que vous avez pu voir ailleurs. Parce que effectivement, Evangelion, c'est un immense merdier, et à comprendre The End of Evangelion du premier coup, et même du 5e coup, c'est quasi impossible. Et on n'arrive pas à comprendre tout bien ce qui se passe, et il y a toujours des éléments qui restent flous, mais pas dans le sens où on n'a pas les éléments qui nous permettent de l'expliquer. On a tous les éléments du lore, et on comprend la fin d'Evangelion dans le sens des scénarios, donc des événements qui se passent, mais en termes de philosophie d'Anno, de qu'est-ce qu'il essaie vraiment de nous dire, on est toujours dans le flou. Donc pour conclure cette vidéo, j'ai encore 2 éléments à vous montrer. C'est simplement la frise chronologique d'Evangelion. J'ai décidé de mettre en place une frise chronologique pour expliquer un peu tous les événements et faire un espèce de résumé très condensé de l'animé, avec des éléments majeurs. Et puis, du coup, la fameuse fiche analytique que j'avais commencé et que j'avais mis de côté pour les épisodes 25-26 et également pour les films résumés. Et donc là, c'est de retour avec une complétion finale. Et donc, cette fiche analytique et cette frise chronologique ne seront pas du tout reprises dans les rebuilds. Je réfléchis encore à faire une chose similaire pour les rebuilds. Je ne sais pas si je la ferai, parce qu'il y aura des éléments qui seront communs, mais en fait, il ne faut pas les comprendre de la même manière. On reparlera de la différence entre rebuild et animé, et comment comprendre les rebuilds. Ça, on en reparlera dans la première vidéo des rebuilds. Il y a des choses à dire, évidemment. Je prévois donc encore 5 vidéos sur Evangelion, les 4 rebuilds évidemment, et une 5e qui sera sur l'héritage d'Evangelion, ou qu'est-ce qu'on peut en dire sur l'animation japonaise. Parce que c'est plus complexe que dire que simplement que c'est une légende. Il y a un peu plus de choses à développer. Expliquer pourquoi, et pourquoi elle n'a pas tout réussi en fait, et que Evangelion n'est pas forcément l'animé majeur de l'animation japonaise. C'en est un, mais c'est peut-être pas le plus majeur. On revient sur ces éléments après. Mais on va arrêter cette vidéo. Vidéo très longue, hein, c'est The End of Evangelion, il y avait beaucoup de choses à dire. La semaine prochaine, on se retrouvera pour un nouveau film d'animation. Un film d'animation qui date des années 2000, et plus exactement du tout début des années 2000. Et c'est un réalisateur nouveau, qu'on n'a pas encore vu, mais qui est très connu quand même. Je vous en dis pas plus, et sur ce, je vous dis à plus tout le monde.